Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Il y a eu des attaques en Russie dans les dernières heures. Mais je pensais que c'est important d'y revenir. Attaque de missiles balistiques russes contre Kiev qui fait 17 morts. On est habitué à ce que la Russie lance ces attaques massives-là sur l'Ukraine. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que hier, l'Ukraine n'a pas réussi à intercepter les missiles russes faute d'intercepteurs patriotes. Ces intercepteurs-là qui sont des munitions ultra sophistiquées que produisent les Américains, dont les Ukrainiens ont cruellement besoin et dont on apprenait cette semaine que les stocks étaient très limités, même pour les Américains. Et donc, on est dans une logique où, dans les dernières semaines, on regardait le conflit en Ukraine puis on se disait, ils sont en train de faire un certain revirement. Ils parviennent à frapper en Russie avec des drones. Ils font sentir aux Russes que la guerre les rejoint aussi, à l'intérieur de la Russie. Mais au même moment, si les Ukrainiens ne sont plus capables de se défendre contre ces frappes de missiles balistiques russes, ça accroît la pression sur eux. Donc, d'un côté, on a une sorte d'innovation technologique qui permet à l'Ukraine de lever la tête, de se remontrer comme un vainqueur. Au même moment, faute de munitions américaines, parce qu'on n'en a pas assez, on continue à souffrir des pertes importantes. Autre élément super intéressant, oui, il y a eu 17 morts ukrainiens hier dans ces attaques-là. Au même moment, on apprenait qu'un drone ukrainien aurait fait 7 morts russes sur une plage en Russie, 7 morts civiles, en raison d'une malfonction où on ne sait pas exactement trop pourquoi. Donc, on a un conflit qui varie de plus en plus ses cibles et de plus en plus, même les Ukrainiens s'attaquent à des infrastructures civiles en Russie. Par exemple, les entrepôts du Amazon russe qui s'appellent Wild Berries. Okay. Et dans l'idée, finalement, de rompre les chaînes de production russes. Mais là, ça crée quand même un dilemme pour les Ukrainiens. C'est que jusqu'à maintenant, ils avaient le haut du pavé du point de vue moral, d'une certaine manière. S'ils commencent à frapper à l'intérieur de la Russie, ça appelle des répliques russes de plus en plus meurtrières, comme celles qu'on a vues aujourd'hui. En sol américain, on surveillait les primaires au Michigan pour le Sénat. Il y avait une lutte quand même assez particulière entre deux candidats. Et c'est finalement Abdul El-Sayed qui a remporté cette primaire-là. Qu'est-ce que ça te dit, mais là, c'est une histoire absolument fascinante, qui incarne vraiment la lutte entre un establishment démocrate plus centriste et la gauche du Parti démocrate plus progressiste, qui a des mesures beaucoup, beaucoup plus à gauche. Et là, ce qui est intéressant, c'est le résultat de la primaire. Parce que selon les sondages, on s'attendait à une victoire beaucoup plus nette de M. El-Sayed. Là, ce qui s'avère, c'est que s'il gagne, c'est pas tous les médias qui ont déclaré sa victoire, mais il gagnerait par 1 point, 2 points. Donc, à nouveau, ça nous prouve que parfois, les sondages aux États-Unis ne sont pas si fiable que même si on peut prévoir des victoires par 10, 12, 13 points, c'est beaucoup plus faible à la fin. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la candidate de l'establishment, Mme Stevens, avait été soutenue à la hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars par ce fameux lobby AIPAC qui plaide pour les relations américano-israéliennes. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle est absolument dominée dans la publicité, qu'on la voyait sur les écrans, qu'on la voyait en ligne, qu'on la voyait à la radio, le candidat de la gauche, qui avait beaucoup moins de ressources, qui avait beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de publicité, a réussi à la détrôner. Et là, la question que ça pose, c'est quel message ça envoie aux élites démocrates par rapport aux élections de mi-mandat? C'est quel message on veut adopter? Est-ce que finalement, la gauche plus progressiste a réussi à percer dans un État mauve? Parce que le Michigan, c'est un État qui peut être républicain comme démocrate au présidentiel. Et là, la bonne nouvelle pour l'establishment démocrate, la mauvaise nouvelle pour la gauche démocrate, c'est que le résultat est tellement serré que ça offre une porte de sortie. L'establishment démocrate va pouvoir se dire, écoutez, on n'a pas un problème de politique, on n'a pas un problème de message, on avait juste une mauvaise candidate. Ou on a fait une mauvaise campagne, mais on peut s'adapter ailleurs. Évidemment, à la gauche de la gauche, on va dire c'est un signal fort que les électeurs sont prêts à un message beaucoup plus populiste, beaucoup plus radical. Donc, on verra ce qu'ils vont faire de ça. Mais le résultat, aujourd'hui, ne permet pas vraiment de départager les deux récits. Mais moi, Georges, sais-tu quoi? On regarde ça de l'extérieur. Remettons aussi dans le mix ce qui s'est passé dans le Maine avec Graham Plattner, ce candidat complètement flyé, controversé, avec plein de squelettes dans son placard, qui finalement a dû se retirer. Moi, le constat que je fais en regardant ça, c'est coudonc, le parti se cherche donc bien. J'ai vraiment de la difficulté à suivre les démocrates dans leur structure, dans leurs décisions présentement. J'ai l'impression qu'ils vont un peu dans toutes les directions.
J'ai l'impression qu'ils sont en perte d'identité. Tu sais, l'ADN du Parti démocrate aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ont, pour reprendre une expression qu'on connaît bien, là, au Québec, ils ont perdu leur boussole. Ah non, mais écoute, Alex, c'est pas juste une impression que tu as. On a un sondage Reuters hier qui nous dévoilait que les membres démocrates, les électeurs démocrates, s'étaient dirigés fortement vers la gauche dans les dernières années. Depuis 2012, où il y avait une minorité de démocrates qui se disaient liberals. Bon, liberals, dans le contexte américain, ça veut dire être à gauche de la gauche. Bien, ils étaient minoritaires en 2012. Ils sont rendus 71% des partisans démocrates qui s'identifient comme ça. Donc, la base militante, elle se tire vers la gauche. Le problème, c'est qu'au même moment, il y a des gens qui quittent le Parti démocrate pour se dire indépendants. Donc, on a des militants plus à gauche. Au même moment, la population américaine, elle, n'est pas nécessairement plus à gauche. Et c'est ça qu'on voit dans toutes ces primaires-là. C'est qu'on a des candidats qui prétendent répondre aux ambitions d'une certaine base, mais une base qui se rétrécit pour le parti. Donc, si on plaide qu'il faut aller avec des candidats comme Zoran Mamdani ou M. El-Sayed qui ont des postures par rapport à Israël qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus critiques, des politiques de redistribution économique plus importantes, peut-être que ça satisfait la base démocrate, mais lorsqu'on arrive à l'élection nationale, et là, il faut aller séduire ces fameux indépendants qui sont si déterminants dans les élections américaines, peut-être qu'on les perd. Et c'est ça un peu le pari des démocrates. Pendant ce temps-là, Georges, en Iran, on nous promet... un énième accord. Là, j'entendais sur Fox News hier le président américain dire « Oui, il y a un accord qui s'en vient là, d'ici demain. Oui, Hormuz, là, ça va rouvrir bientôt. » Écoute, Alex... Est-ce que tu retiens ton souffle? Écoute, c'est la guerre, fait que c'est pas drôle, mais il y a quand même quelque chose de drôle là-dedans, parce que selon les médias que vous consultez, on vous dit l'accord qu'on contemple en ce moment mettrait fin à la guerre. C'est pas exactement ça, là. Les seules sources crédibles nous rapportent qu'on a un accord sur la gestion d'Hormuz qui serait une concession majeure aux Iraniens. Pourquoi? Parce que ça institutionnaliserait et formaliserait surtout leur contrôle du détroit. Les Iraniens pourraient contrôler quels navires peuvent entrer dans le Golfe, c'est quand même un immense pouvoir de contrôle sur la région, et les Omanais et les Iraniens auraient un droit de regard sur qui en sort. Si on s'en va vers ça, oui, la navigation rouvre, mais pas du tout sont les termes que désiraient les Américains, et ça ne réglerait d'ailleurs pas du tout la guerre, parce qu'on n'est pas entré en guerre pour ça. On n'est pas entré en guerre pour ouvrir un détroit qui n'était pas fermé avant la guerre. Non, c'était le nucléaire. C'est ça. C'était l'urgence d'agir, la menace nucléaire de l'Iran. Là, c'est pas réglé pantoute. Et ça, on n'en parle pas. Mais Georges, les Iraniens continuent de dire qu'ils négocient pas. Ouais. Fait que là, on croit qui là-dedans? Mais l'affaire, c'est que maintenant, c'est le Qatar, qui est un pays médiateur. Qatar, qui est un pays du Moyen-Orient assez étrange, par rapport à la question de l'islamisme puis à ce lien avec l'Iran. Bon, le Qatar est un médiateur. Oui, qui est très bon pour flatter Trump dans le sens du poil, là, avec un nouveau Air Force One. Ça, il aime ça, se faire donner des cadeaux. Mais tout ça pour dire que c'est le Qatar qui annonçait que les négociations progressaient. Donc, c'est pas seulement Donald Trump pour une fois. Et c'est tout à fait concevable qu'on a un accord sur la gestion de Hormuz. Mais si on a encore, j'aimerais dire, un accord qui est ultra limité, partielle, ça ne règle pas les causes profondes de ce conflit-là. Et tant qu'elles ne seront pas réglées, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura un régime comme ça à Téhéran, il va toujours y avoir un risque que ça reprenne. Puis il va tenir combien de temps? Souvenez-vous, là, souvenez-vous de la scène, là. On est à Versailles. Trump sort son gros Sharpie, puis là, il signe. Là, il signe l'espèce de projet d'accord cadre qui devait durer, qu'on se donnait 60 jours pour négocier quelque chose. Ça a pété après combien de temps? D'ailleurs, il signe un accord de paix à Versailles, qui rappelle le traité de Versailles qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, qui avait donné la seconde. Donc, dès le départ, ça allait mal, cet accord-là. Ce qu'on peut espérer, par contre, c'est que le langage du nouvel accord, s'il se concrétise, soit plus clair. Parce que l'accord cadre dont tu parles, le problème, c'est que c'était tellement vague que les Iraniens pensaient qu'on leur donnait Hormuz, les Américains pensaient qu'il y avait juste à pas tirer sur des navires. Tout le monde la chicane a pogné dans cette brèche-là. Et là, peut-être que si le langage est plus clair, ça a des chances de tenir pour Hormuz. Mais je répète que le reste du conflit, lui, il est loin d'être réglé. Merci, Georges. Merci, Alex.